Oui, maintenant on va vous présenter, mais c'est un concert à plusieurs voix. Cette histoire, j'allais dire cette transplantation du hangar Bessonneau de Passy-Salanches, du terrain de Passy-Salanches vers Compiègne, grâce à un travail extraordinaire entre plusieurs acteurs qui sont le Cercle des machines volantes, bien sûr, à Compiègne, mais qui sont aussi le RSA, la fédération RSA. Excusez-moi, je prépare ma projection. Voilà. Voilà, cette stratégie, bon, c'était aussi avec la DRAC, Direction des Affaires Culturelles, Anciens Aérodromes, la Fédération RSA, Espace Air Passion, le CMV, la mairie de Passy, bien sûr, et la mission mémoire avec les précieux conseils de Luc Fournier, qui est ici dans la salle. Merci Luc, chargé du patrimoine technique au ministère de la Culture, et c'est pas rien, c'est pas rien. Voilà, donc l'aérodrome de Passy était alors le seul aérodrome de Haute-Savoie. Ça, c'est une photo des années 30. Vous voyez ici le hangar, le fameux hangar Bessonneau, et le terrain d'aviation. Toute la mise en place de l'infrastructure sera achevée en 28. Donc là, je vous ai mis quand même la campagne IGN 1935, et on voit le terrain ici. Voilà, l'Arve qui est là, et la conjonction des différents moyens de communication. Maintenant, il y a l'autoroute, il y avait le train, enfin, il y a toujours le train d'ailleurs. Donc le terrain était déjà vraiment dans un nœud de communication qui fait que, bon, à terme, évidemment, il était fragilisé. Oui. N'hésitez pas à prendre la parole, ou Guilhem, ou Michel. Là, tu nous montres une image de 1935, une photo aérienne. Et donc on voit bien l'Arve et on devine dans le bas, tout en bas, on devine un petit rectangle. Là, effectivement, c'est le hangar Bessonneau, qui est de Passy. Voilà, donc on va continuer avec Ariane et vous allez voir que c'est absolument passionnant tout ce qui s'est passé sur ce lieu. Donc vraiment un espace de mémoire. Donc le hangar de Passy-Mont-Blanc, il appartient donc à la catégorie des hangars à avions démontables. Donc l'intérêt historique, je le dis dès maintenant, vous allez voir, c'est important, de ce hangar réside donc principalement dans sa charpente en bois, que ce soit portique et contrefort, et en particulier tous les assemblages qui sont étudiés pour conserver ce caractère mobile. Donc le principe de ce hangar, à l'origine affecté pour une utilisation agricole, a été utilisé beaucoup par l'armée française pour abriter la réparation et l'entretien des avions de reconnaissance et les chasseurs de la Première Guerre mondiale. Bon, il est devenu, j'oserais dire, l'archétype des hangars en bois de la maison Bessonneau, qui était donc à Angers. C'est vrai qu'il reste plus maintenant de hangars Bessonneau, mais ils ont été construits par milliers. Bessonneau a compris l'intérêt commercial. D'après nos informations, il y aurait donc celui de Passy, donc qui a été récupéré, qui va être mis sur Compiègne, et apparemment il y en aurait un en Australie, sous toute réserve, mais donc, normalement, si vous avez des informations... Pour un titre informatif, il y en a eu 5000 de construits pendant la guerre de 14. Ça vous laisse imaginer un peu le volume de hangars, et ces hangars, on voit dès le début de l'aviation, les premières coupes d'aviation, jusqu'en 40 à peu près, il n'y a pas une photo, une illustration d'aviation où il n'y a pas un Bessonneau qui est sur le terrain. Merci. Donc c'est le dernier vestige immobilier de l'œuvre pionnière du pilote militaire Joseph Toré, qui a été l'inventeur du tourisme aérien et de l'aviation de montagne. Donc Joseph Toré avait remarqué la plaine de Passy alors qu'il effectuait des ravitaillements pour l'observatoire Valo. L'idée a germé d'utiliser ce site exceptionnel de la Haute-Vallée de l'Arve pour déployer le tourisme aérien autour du Mont Blanc, ce qu'on appelait à l'époque l'alpinisme aérien. Donc, fort de sa notoriété et fort d'avoir inventé l'école des remous, il a pu
il a pu fédérer avec lui les élus, les autorités, pour pouvoir faire voler les touristes, et notamment avec la compagnie Air Union, qui desservait déjà Genève depuis 24, mais ça s'est complètement déployé sur la ligne Passy-Genève, baptême de l'air, survol touristique du Mont Blanc. Avec un avion Farman Goliath appelé le Landoc, qui donc faisait Paris via Genève, et des fois remontait Paris sur Londres et redescendait sur... Et lorsqu'effectivement il n'y avait pas de demande, disons, commerciale, Joseph Torret emmenait les touristes à faire des vols autour du Mont Blanc. Lorsqu'il ravitaillait le refuge Vallot, le refuge Vallot a été pendant un certain temps un observatoire scientifique, dont météorologique, assez avancé. Il se trouve environ à 20 minutes en dessous le sommet du Mont Blanc, à environ 4400, 4500 mètres. Donc voilà, Joseph montait avec son avion, larguait, bien sûr il n'était pas question de se poser à ce niveau-là, mais étant très très bon pilote, il arrivait vraiment à larguer de la nourriture, des pièces, enfin tout ce qu'il fallait pour alimenter, disons, le refuge Vallot avec les scientifiques qui y étaient en permanence. Donc il y a eu même les essais Alouette 3 avec Jean Boulet dont on a parlé ce matin en 59. Donc c'était un petit clin d'œil à l'UFH. Une des dernières grandes fêtes aériennes avant la fermeture du terrain en 70. Donc vous voyez, il y a quand même vraiment beaucoup de monde. On voit bien le hangar. Le problème, c'est que donc la Seconde Guerre mondiale a signé l'arrêt de l'activité, mais le terrain d'aviation de Passy est resté comme avoir eu le privilège de former toute une frange de population à l'aviation. Hein. Donc, déménagement en 70 de l'activité aérienne vers le terrain de Sallanches et fermeture définitive en 73 du terrain de Passy. Donc, une étude de protection au titre des monuments historiques a été initiée par la DRAC Rhône-Alpes en février 2018 sur la base d'éléments historiques fournis par la mission mémoire de la DGAC, notamment au regard de l'importance de ce hangar dans l'histoire de l'aviation et du fait qu'il restait le dernier exemplaire entier, hein, j'oserais dire, hein, jusqu'au point d'ancrage. Donc là, c'est l'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques. Donc, alors, je te laisse prendre la parole sur l'intérêt de l'inscription au titre de monuments historiques, intérêt monument mobilier, peut-être. Hein, voilà. La différence. Oui, c'est pas. Je vais juste un petit peu expliquer comment ça s'est passé. Donc, ouais. Ariane l'a bien dit en 2018 hein, sur les éléments fournis par la mission mémoire. Donc, la DRAC a mis un peu de temps à étudier le dossier. Il y a eu aussi des événements peut-être politiques. Enfin, la pression de la construction de cet établissement de santé a un petit peu accéléré les choses, mais il y a eu vraiment un travail un peu en commun avec l'architecte des bâtiments de France qui lui avait le contact avec la mairie. Donc on a un petit peu creusé et on a eu une documentaliste de la DRAC qui nous a annoncé qu'effectivement la DRAC avait lancé cette campagne cette instruction de protection et il fallait monter un dossier historique assez poussé pour pouvoir s'assurer qu'il passe en commission régionale de protection. Et donc c'est ce travail qui a été important, c'est qu'il a fallu fournir le maximum d'informations et on a dit à cette époque-là que c'était un des derniers connus. Alors vous avez tous entendu parler de Charpente de Bessonneau qui avait été vendu ou qui était passé à... Voilà, donc la question elle était bien que c'était un des fondements de l'inscription au monument historique, le fait qu'aujourd'hui personne ne savait en identifier au moins un en entier à part celui-là. Donc c'est ce qui a été fait. La problématique qu'il y avait aussi, c'est que normalement ça aurait dû être classé au titre des immeubles, puisque c'est un bâtiment. Sauf que si ça avait été inscrit au monument historique au titre des immeubles, on ne pouvait plus, enfin la mairie ne pouvait plus mener à bien le projet dont ils avaient vraiment besoin d'établissement de santé. Donc c'est là où est intervenue la notion de classement au titre du mobilier. Et ce qui a permis après effectivement de céder, puisque le hangar appartenait à la mairie, de le céder à un tiers, et ce qui a permis aussi de le déplacer. Alors ça n'a pas été si simple, parce que voilà, le classement au titre du mobilier a amené, surtout dans cette région, des polémiques sur des chalets qui avaient été revendus après. Donc ça a été un travail de rassurer la DRAC sur le fait que derrière il y avait un projet solide de remise en valeur de ce dernier hangar
connu en tout cas. Alors depuis, on en a retrouvé un apparemment à Angers. Mais en tout cas, le dernier connu qui avait une vocation aéronautique. Donc tout l'intérêt de travailler vraiment conjointement avec tous les acteurs sur le terrain du patrimoine, c'est fondamental. Voilà, donc une petite vidéo, Michel, si tu veux la commenter. C'est celle de Frédéric. Ça, c'est le démontage. Alors, c'est simplement parce qu'on entend des bruits du démontage, parce que ça a failli très se passer. Je te laisse commenter. Simplement, c'est un chantier, disons, qui était assez important, donc il a fallu avoir, on ne pouvait pas bien sûr rentrer sur le site, donc avec une demande à la mairie de Passy, donc on a réussi à avoir une autorisation sous contrainte de porter un casque, des chaussures de sécurité et puis un gilet jaune. Donc ce que j'ai réussi à faire, et donc j'ai pris ces quelques dernières photos avant la disparition totale de ce hangar sur le site de Passy. Voilà, vous voyez, c'est bien avancé. Et voilà. Donc la vidéo, je fais le tour par la droite vers la gauche, vers la sortie. Et donc c'est à titre indicatif. Je pense qu'on peut le faire. Par contre, il y a une autre vidéo un peu plus intéressante que Frédéric a reçue de la mairie de Passy, je crois. Où là, tu peux prendre le relais si tu veux pour la suite. Oui, bah, voilà. je vais vous parler moi de la partie sauvetage du Bessonneau. Peut-être que tu peux passer la vidéo, Ariane, s'il te plaît. Pendant ce temps-là, oui. Pendant ce temps-là, qui illustrera un peu les propos. Donc, nous, on a été alertés par Ariane sur le devenir de ce hangar. Alors, pour nous, hormis que notre collection grandit et qu'on va avoir bientôt besoin de place pour nos avions, on trouvait impossible que ce hangar soit détruit. C'est quand même, pour l'histoire de notre aviation, c'est quand même quelque chose. C'est les débuts de l'aviation avec les premières coupes. Vous avez tout l'ensemble des coupes particuliers, l'ensemble de la guerre de 14 avec 5000 hangars produits. Vous avez tout le début de l'aéropostale qui a utilisé aussi, la PECOR a utilisé ces hangars à Toulouse pour le delivery de ces machines, et aussi pour toutes les premières escales des lignes la PECOR qui sont devenues aéropostales après. Donc c'était vraiment quelque chose pour nous d'impossible de voir ce hangar avec des coupes. Le dernier qui était en France, il est parti malheureusement en Nouvelle-Zélande. On ne voulait pas que cet avion, ce hangar quitte le territoire, quoi. Donc on s'est donné comme mission de récupérer ce hangar. Ça n'a pas été facile. Si vous allez voir la vidéo qui va arriver derrière, c'est un hangar, il faut s'imaginer, c'est extrêmement grand. Le hangar, il fait autour de 28 mètres par 27. C'est une échelle assez importante. Le flétage du hangar que vous avez vu tout à l'heure, la charpente, c'est la charpente de Passy quand il a été monté en 28. C'est 11 mètres de haut. Et donc ça nous a posé pas mal de difficultés de logistique. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 15 semi-remorques, dont 5 sont des camions convoi exceptionnels. Donc au début, en fait, l'architecte nous avait donné un nombre de camions, mais finalement on a bien dépassé bien au-delà de ce qui était prévu. Donc il a fallu trouver de l'argent rapidement avec des gens qui venaient de la pour finaliser le transport. Et surtout, quand je suis arrivé à Passy pour les premiers chantiers, on avait affaire à des démolisseurs. En fait. Ils n'avaient pas bien compris l'importance historique de ce hangar. Et un peu de choses près, si je ne serais pas descendu pour faire cette réunion, ils auraient tout démonté avec des pinces hydrauliques et le hangar aurait été perdu. Il n'aurait resté que des charpentes, des morceaux de charpente, on n'aurait plus jamais pu le reconstruire. Voilà. Donc il a fallu au fur et à mesure du démontage. Ça commence peut-être à la 3 minutes 20, je crois. Ça a été terminé en minute. On voit le démontage du hangar. Donc voilà, ça commence là. Donc là, vous voyez l'intérieur du hangar enfin au début de son démontage. Donc ils ont commencé par démonter la couverture qu'ils voulaient mettre à la poubelle et broyer. Donc on a dit non, c'est pas possible, vous devez démonter proprement ce hangar. Donc quand il est passé en salle des fêtes, ils avaient fait une proéminence en béton devant pour servir de vestiaire et tout. Donc ils ont commencé par démonter l'avant, qui n'était pas historique. Par contre, l'ensemble du hangar a été préservé en fait. Il s'est décollé simplement sur la porte du hangar. Donc ils ont fait ça, ils ont démonté la couverture là, comme vous voyez, en mettant des bâches pour préserver la charpente. Alors bien sûr, ça a été fait en partenariat avec un architecte des monuments historiques qui a numéroté, et il y a un calpinage de fait de chaque pièce de charpente.
chaque tôle de hangar, j'ai demandé à ce qu'elle soit numérotée pour nous permettre de le remonter plus facilement. Voilà. Globalement, il était plutôt en bon état, mis à part certains pieds qui étaient à l'humidité, où quelques morceaux de bois vont devoir être remplacés. Mais c'était plutôt en bon état. Il a été préservé par ça, du fait qu'il a été une salle des fêtes, ça a été continuellement entretenu. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, c'est le dernier exemplaire de Bessonneau, c'est vraiment quelque chose de superbe. Donc on a Thoré, l'histoire de Thoré là-bas sur place, le secours en montagne, et c'est vraiment super comme histoire. Localement. Frédéric, ce qu'on voulait dire également, c'est que donc ce hangar qui a été installé, je crois, en 1924, commencé à travailler avec Potez qui construit des avions, Potez en 1928. Ça a continué comme ça jusqu'à la guerre. Et donc. Ouais, puis il faut rappeler aussi l'expertise scientifique de Thoré, en fait. À cette époque-là, on ne comprenait pas bien le vol en montagne. Il a fallu, et notamment les pionniers de l'aéropostale qui se retrouvaient dans les Andes avec des phénomènes pas très connus. On a demandé à Thoré d'étudier tous ces phénomènes en montagne. Et ça a été aussi une base scientifique, ce hangar. Voilà, et donc Thoré, qui est un super pilote, a défini ce qu'on appelle l'école des remous. Donc il a fait des écrits en disant, voilà, vous allez sur une pente, là vous avez du vent, donc il y a des remous derrière. Enfin bon, c'est toute une science qu'il a mis sur papier, qu'il a donc exécuté lorsqu'il faisait des vols touristiques, et après des vols d'apprentissage. Donc voilà, ça c'est. Alors, dans ce qu'on voulait faire, nous, avec nos idées, disons, de conservation et de patrimoine, c'est de créer un musée aéronautique, donc des premiers vols dans l'école des remous, c'est-à-dire que faire une école, disons, pour apprendre à voler dans les montagnes, ce qui est totalement différent d'un vol linéaire en pleine. Donc, dans l'esprit, c'était de ne pas démonter le hangar, de le laisser sur place et de faire avec d'autres associations un musée, en particulier un musée de l'aviation, c'est-à-dire des premiers vols dans les Alpes. Mais bon, vu la grosseur, disons, du hangar, comme disait Christian Ravel pour le hangar, par exemple, d'Angers, c'est un travail phénoménal. Et donc, la mairie de Passy a eu un petit peu peur, disons, financièrement et également pour le travail, pour trouver des ressources, de se lancer dans cette aventure. C'est pour ça que finalement, Frédéric a récupéré, on l'a démonté, c'était récupéré donc sur Compiègne. Et tu peux en parler? Tu peux en parler justement du démontage du transport et puis ce qui va se passer maintenant sur cette transplantation. Alors là, vous allez voir juste après, ça me prend un petit peu de temps, mais vous allez voir le démontage et le chargement des... Donc chaque ferme, il est composé de fermes comme ça, le hangar. Chaque ferme a été démontée et vous allez voir, là, ils sont en train d'installer une espèce de grue pour sortir chaque ferme. Ils ont été démontés un par un, puis après mis sur des chevalets et enfin protégés par un film plastique pour éviter l'humidité. Et tout ça a été chargé sur des camions. Alors là, c'est des bois qui étaient superflus parce qu'à l'intérieur, il y avait une structure. Il avait été doublé pour la période où il était en salle des fêtes. Voilà. Là, vous voyez chaque ferme. À l'époque, ce hangar était monté en 4 jours par 20 personnes, avec des chèvres vraiment sommaires. Bon, là, ils ont eu un peu plus de moyens pour démonter ce hangar. Mais voilà, c'est composé de fermes comme ça et des pieds au sol qui permettent de... Finalement, c'est un hangar qui est extrêmement bien pensé pour le montage et le démontage. Alors, le financement de ça, c'est le promoteur de l'hôpital qui a financé le démontage du hangar. Et c'est un deal qu'ils ont eu avec la mairie de Passy. Et moi, je leur ai rajouté un petit peu une note un peu plus salée, puisque je leur ai demandé vraiment de faire le travail correctement pour pouvoir préserver l'ensemble. Mais ça a coûté, pour vous dire un ordre d'idée, ça a coûté 250 000 € de démonter le hangar. Parce qu'il a fallu tout numéroter, c'est un travail extrêmement long. Et puis le problème, c'est qu'à l'époque, les militaires montaient sur les charpentes sans protection. Aujourd'hui, il faut des nacelles, il y a toute une norme. Mais attention, dans ces 250 000 €, il y a tout la dépolition du site et tout est intégré dedans. C'est pas seulement le démontage du hangar. Parce qu'ils ont cassé la dalle, devant il a fallu extraire des gravats, faire de la démolition, de la vraie démolition pour le coup. Et voilà. Donc après, charger sur des camions, il a fallu ramener ça à Compiègne, puis stocker l'ensemble. Une chance, on avait une place disponible dans un hangar à Compiègne, qui nous a permis de ramener tout ça et de mettre à l'abri le, le hangar. Et donc le futur, là, actuellement, on va travailler avec
le ministère de la Culture et la DRAC pour faire un constat d'état sur le hangar, vérifier les pièces qui vont avoir besoin d'être changées, quel traitement on va faire sur la charpente, vérifier ça. On est en train aussi de rechercher le maximum de sources documentaires pour pouvoir le restaurer le mieux possible. Et voilà. Et donc après, notre mission, c'est de le remettre soit à Compiègne, sur l'aérodrome de Compiègne, c'est le but qu'on a, ou alors dans un périmètre autour de Compiègne. Il faut savoir que dans la région nord de Paris, là, et surtout autour de Compiègne, il y a eu dans quasiment chaque commune un Bessonneau qui était installé, puisque presque chaque commune avait son aérodrome pendant la guerre de 14. Donc on a deux options, soit de le mettre à Compiègne, soit de recréer un aérodrome de la guerre de 14, en récupérant un des terrains existants qui est aujourd'hui de la terre agricole, et pouvoir recréer dans un lieu historique ce hangar, et avec les avions de l'époque, puisque nous avons une collection d'avant 1940. Voilà. Donc c'est le projet, si on arrive à mener ça à bien, ça sera vraiment très intéressant, quoi. Merci beaucoup, voilà. Frédéric. Guilhem, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, le hangar a été classé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc la DRAC. Donc comme la charpente qui a été classée a été cédée, donc du coup elle dépend de la DRAC Île-de-France, c'est ça? Alors en fait, la dame qui s'occupait dans la région Rhône-Alpes aimerait bien garder le dossier, parce que ça l'intéresse, c'est sans doute le premier dossier qu'elle a classé. Et en plus, sa famille habite juste à côté de Compiègne. Donc je pense que ça lui tient à cœur de garder le dossier. Après, c'est le ressort du ministère de la Culture. Ouais. Et on peut dire que le classement mobilier, même si on aurait tous aimé avoir ce projet de musée, enfin ce classement immeuble, ce qu'il a apporté, c'est le fait que la mairie fasse appel à un architecte du patrimoine. Je pense que c'est un patrimoine, pas monument. Patrimoine, peut-être. Ouais. Que du coup la DRAC suive le démontage, parce que voilà, quand un objet est classé, il y a des constats d'état, il y a des choses, et qu'effectivement on évite ce dont on avait peur, c'est une démolition par une vraie démolition et pas un démontage. Oui, là on y était quasiment. C'était vraiment très près. Moi j'ai été à la première réunion, le gars il dit bon, je vais démolir, je vais prendre la pince hydraulique et tout casser, quoi. Et je lui dis vous vous rendez pas compte que c'est un patrimoine classé, vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Je veux que chaque boulon soit préservé, quoi. Et ils l'ont fait, quoi. Après, s'il doit être remplacé ou être changé, il faut que ça soit un protocole et qu'on fasse les choses comme il faut, quoi. Voilà, on retient souvent les contraintes qu'il y a derrière, parce que chaque fois que tu vas devoir changer une pièce, voilà. Mais ça peut se faire de façon assez facile quand les relations sont bonnes. Mais s'il n'y avait pas eu ce classement, le hangar aurait été détruit, ça sont démoli. Je pense que c'était une perte énorme pour l'aviation. Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci pour cette belle opération qui n'est pas tout à fait finie. Oui, je peux te le donner. Oui. Je te l'envoie. Il n'est pas encore lu. On va mettre en ligne tout ça. Et Luc Fournier du ministère de la Culture.